Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Mathieu et nous allons vous parler de la confiance dans le cloud et de manière plus particulière d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, de salive, etc., à savoir le Cloud Act. Donc quand il s'agit de confiance, on a parfaitement conscience du fait que la confiance ne se décrète pas, elle se mérite. Et on a pleinement conscience du fait que si nos clients n'ont pas confiance dans la technologie qu'ils utiliseront, ils ne l'utiliseront pas. Pour le dire autrement, il est absolument essentiel pour réaliser notre mission qui est de donner à chaque individu et à chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions, il est absolument nécessaire que l'on mérite la confiance de nos clients. Donc nous sommes engagés sur la confiance à travers 4 piliers fondamentaux que sont la transparence, le respect de la vie privée, la conformité et la sécurité. Pour le dire autrement et de manière plus simple, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et pour vérifier que l'on fait effectivement ce que l'on dit, on fait attester par des tiers, qui sont des organismes de certification à un certain nombre de normes et de standards internationaux, que l'on respecte effectivement l'ensemble de ces normes et standards, et on fournit à nos clients de manière transparente le contenu des rapports d'audit qui ont été réalisés par ces tiers. Donc, ça se manifeste pour Microsoft par une conformité et une couverture en matière de conformité qui est certainement la plus complète de toute l'industrie, probablement plus de 90 conformités à des normes et standards qui peuvent être définis de manière internationale, au niveau de la planète, au niveau gouvernemental, au niveau sectoriel, ça peut être la finance, ça peut être la santé, etc., et au niveau régional par rapport à des exigences de conformité à un certain nombre de normes et de standards locaux. Pour ce qui nous concerne en France, par exemple, c'est la conformité à ce qui concerne la loi qui régit l'hébergement des données de santé. Donc, ça c'est pour planter le décor et pour évoquer le sujet qui nous intéresse plus spécifiquement, à savoir le Cloud Act. Je vais passer la main à mon camarade Mathieu. Je te remercie Bernard. Le Cloud Act, pour vous donner quelques éléments de contexte, c'est un acronyme, ce n'est pas un texte en particulier. Ça signifie Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Donc ça ne concerne pas le cloud computing et Microsoft en particulier, ça concerne en fait du droit international privé et l'échange des données entre différents territoires, entre différents États. Et ce Cloud Act a été une réponse législative en fait à différentes procédures, on va y revenir un petit peu après, que Microsoft a effectuées devant les juridictions américaines. Voilà le sens du Cloud Act qui a été promulgué donc en mars 2018 et qui est, je pense qu'il faut donner un petit peu de contexte là, issu du 4e amendement de la Constitution américaine puisqu'il vient se loger dans le Stored Communication Act qui est lui-même dans le Code de procédure criminelle américain. Donc en France, c'est ce qu'on connaîtrait sous le terme Code de procédure pénale. Donc on est vraiment dans les enquêtes sur les crimes graves, les crimes sérieux, mais on est dans le registre du pénal et pas du tout dans le registre de l'espionnage. Alors en ce qui concerne notre action, Bernard l'a très bien dit, nous faisons ce que nous disons, c'est-à-dire que nous nous réservons le droit de challenger l'action des juridictions américaines ou du législateur américain, et nous l'avons fait à plusieurs reprises, pardonnez-moi, notamment par une action numéro 3, si je puis dire, sur le Warren Case, qui contestait l'action du parquet américain, du département de justice américain, qui souhaitait nous imposer des ordonnances de secret indéfinies lorsque des requêtes nous étaient émises sur la transmission de données de nos clients. Nous avons été en justice, nous avons contesté ces requêtes et le DOJ, le Department of Justice, a infirmé sa politique. Donc nous avons gagné au nom de nos clients cette action.
Voilà, c'est un exemple qui vous situe où est le Cloud Act, qui est vraiment un texte centré sur l'échange de données entre territoires. Et nous allons continuer à challenger ce texte qui aujourd'hui existe dans le cadre légal américain. Juste d'ailleurs pour préciser un point important, l'objectif du Cloud Act, ce n'est pas juste de donner aux Américains le droit d'accéder à des données en dehors du territoire américain. C'est avant tout la volonté de résoudre un problème qui est un problème qui nous concerne tous, cette fois-ci en tant que citoyens, qui est tout simplement le fait de dire que s'il y a un crime qui a été commis quelque part, ça peut être de la pédopornographie, ça peut être du trafic de drogue, ça peut être du trafic d'enfants, ça peut être du blanchiment d'argent, etc. Il est normal qu'on puisse avoir accès à des données qui sont potentiellement situées ailleurs, le tout étant de le faire dans un contexte qui soit légalement applicable et qui protège évidemment le droit des citoyens. D'où l'importance, effectivement, d'avoir un passage par un tribunal. Et donc, ce qui est important là-dedans, c'est que, évidemment, en tant que citoyen, on a intérêt à ce que ce type de loi existe. Évidemment, la loi en question pose un certain nombre de questions et on va y revenir, mais il ne faut pas voir derrière le Cloud Act une sorte de diable qui n'aurait absolument aucun sens. Il y a un vrai besoin, et d'ailleurs, le même besoin s'exerce exactement de la même façon de la France vis-à-vis d'autres pays ou de n'importe quel pays européen vis-à-vis de n'importe quel autre pays, parce qu'on a effectivement besoin, si c'est nécessaire, de poursuivre un certain nombre de criminels. Donc, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais je voulais juste clarifier ce point qui me paraissait tout à fait essentiel. Non, mais c'est parfait, on est complètement dans la modernisation des services d'enquête, tu as absolument raison. Ça, c'est un point fondamental. Je pense qu'on peut passer au sujet suivant, qui est le New York Search Warrant Case qui a donné lieu au Cloud Act, pour vous l'expliquer très brièvement, mais c'est une procédure qui est en cours depuis 2013 et la Cour suprême a abandonné ses poursuites contre Microsoft en avril 2018. Et la problématique qui se pose, c'est est-ce que véritablement une autorité d'enquête peut exiger d'un fournisseur de services basé aux États-Unis qu'il produise les données ou les comptes de messagerie de ses clients qui sont situés en Irlande. En l'occurrence, c'était la question qui était posée. Et la réponse que nous avons apportée à l'époque, que nous continuons à apporter, c'est que nous irons en justice pour défendre nos clients lorsque c'est nécessaire pour contester les demandes qui ne sont pas légalement fondées et qui n'ont pas pour but d'aider véritablement le juge ou les services d'enquête américains qui en font la demande. Et donc c'est suite finalement à ce débat qui a été monté au plus haut niveau des escalades juridictionnelles aux États-Unis que finalement le Cloud Act a vu le jour. Exactement, en réaction et parce que l'opportunité était là, clairement pour moderniser les services d'enquête. Il faut savoir d'ailleurs que l'Europe réfléchit tout à fait au même cadre, l'Europe étant un peu plus lente dans l'adoption législative de ce texte. Tout à fait. Donc si on essaye de clarifier et de donner les grands principes de ce Cloud Act, qu'est-ce qu'on peut globalement dire? On peut retenir que c'est pas un texte qui est centré sur les technologies, c'est vraiment la modernisation des autorités d'enquête. Ça, c'est fondamental. On est vraiment dans l'enquête pénale. Ça, c'est un point fondamental. Ensuite, on est dans un système qui respecte les droits fondamentaux. C'est-à-dire que, tu l'as souligné, il y a un juge indépendant qui intervient, qui soupèse la demande de l'autorité d'enquête. Donc on n'est pas dans un schéma qui ne serait incontrôlé et incontrôlable, on est vraiment dans un schéma contrôlé. Et puis on est encore une fois dans la modernisation. Les enquêteurs ont aussi besoin d'accélérer leur transformation numérique et ils le font par le biais de ce texte-là, tout simplement. Il reste, après Bernard, peut-être des étapes aussi. On n'a pas atteint la maturité totale sur ce texte-là. Qu'est-ce que tu penses qui peut advenir au niveau international dans les échanges? Alors, je pense que ça a été très clairement rappelé par Brad Smith, qui est donc notre président en charge des affaires publiques et juridiques. Le Cloud Act constitue incontestablement un progrès en matière de droit et en matière de modernisation des échanges d'informations. Pour autant, il est clair que le Cloud Act stipule et laisse la place à des accords entre États. Et donc, ce que l'on peut effectivement espérer, c'est que ce type d'accord puisse intervenir entre la France et les États-Unis, entre l'Union européenne et les États-Unis, de telle façon qu'on puisse vraiment aller au bout de l'exercice et faire en sorte que l'on établisse une véritable symétrie dans les relations, de telle façon qu'effectivement,
les États se mettent d'accord sur les procédés à mettre en œuvre pour donner accès à ces données. Donc de notre côté, on n'a pas poursuivi le gouvernement américain 4 fois pour subitement nous taire. On continuera évidemment à le faire, cette fois-ci dans le cadre du Cloud Act, comme la loi nous le permet tout à fait, enfin comme le Cloud Act nous le permet tout à fait. Donc on sait qu'il y a encore un certain nombre de choses qui sont à clarifier. Donc entre guillemets, on est encore en voyage vers une normalisation des relations entre États à travers le Cloud Act. Mais l'idée, c'est que on ne peut nier que ce Cloud Act, même s'il pose effectivement un certain nombre de questions légitimes, constitue pour les victimes un progrès incontestable. Un progrès considérable, tu as raison. Il y a un point aussi que je souhaiterais souligner, c'est la différence entre le Cloud Act et le Patriot Act. Le Patriot Act qui s'est transformé en Freedom Act en 2015, mais qui concerne uniquement l'espionnage, la surveillance systématique, et qui est dans un pan tout à fait séparé du droit américain. Il n'est pas du tout dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale américain. Le Cloud Act, lui, est vraiment sur l'enquête pénale, droit pénal commun. Bernard a rappelé les faits qui peuvent être poursuivis tout à l'heure. Donc, on n'est pas dans un instrument de surveillance de masse, dans un instrument d'enquête, ce qui est totalement différent. Donc, si on essaye de regarder maintenant, par rapport au Cloud Act, quel type de garantie on peut fournir à nos clients à travers le texte de nos contrats. Pour le dire autrement, est-ce qu'on a la possibilité de mieux qualifier dans le détail ce dont nos clients peuvent bénéficier dans l'application du Cloud Act? Alors, le Cloud Act, c'est d'abord, juste avant de voir nos contrats, un principe de transparence. C'est-à-dire qu'en fait, il permet, ce texte, tout à fait à Microsoft, de s'opposer à des demandes légalement, et notamment par un committee analysis, qui est une procédure très américaine dans l'approche, mais qui permet, lorsque on a la suspicion que la demande du juge va trop loin et qu'elle doit être qualifiée de manière beaucoup plus fine, d'aller contester cela devant les juges. Ça, c'est une possibilité tout à fait ouverte. Et on peut le faire aussi dans le cas où on considère qu'il y a un conflit de loi. Si par exemple, il y a un conflit entre l'application du RGPD en Europe ou en France plus spécifiquement et le Cloud Act, on peut effectivement faire valoir le fait qu'il y a un conflit de loi et donc s'opposer à cette transmission d'informations. Absolument. Si on soupçonne cela, on va examiner de manière très fine la demande et puis on se réserve le droit d'agir en justice, effectivement, pour contester cette demande qui violerait un texte européen ou un texte français pour l'un de nos clients, effectivement. Donc à travers ce principe de transparence, on a effectivement un certain nombre de garanties vis-à-vis de nos clients. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport justement à la question de la protection des données privées? On est bien d'accord que c'est le RGPD qui s'applique et donc à partir du moment où on considère que le RGPD n'est effectivement pas conforme dans son application au Cloud Act, à ce moment-là, on fera le nécessaire pour s'y opposer. Absolument, ce sera une analyse au cas par cas. Elle a des avantages, cette analyse, c'est qu'elle nous permet vraiment de cibler et d'analyser la demande en elle-même. C'est-à-dire que non seulement ça crée un filtre, mais en plus ça crée une analyse du cas particulier qui nous est soumis. Et ça nous permet vraiment d'être très fin dans la réponse qu'on peut amener à nos clients, puisque le challenge et l'enjeu pour nous va être d'informer nos clients. Dans la plupart des cas, nous pourrons informer nos clients de la demande qui nous est faite. Il reste certains cas, soyons très transparents, où la loi nous interdit de le faire. Prenons un exemple très simple, la lutte contre le blanchiment d'argent. Le secret de l'enquête est majeur. Il est nécessaire pour que l'enquête puisse aboutir. Et dans ce cas-là, nous avons les mêmes contraintes que l'ensemble de la chaîne d'enquête et de justice. Nous devons respecter le secret. Et dans ce cas-là, rien ne nous interdit de toute manière de vérifier que la demande, même si elle est secrète, est légale et de la challenger si elle n'est pas fondée légalement. C'est-à-dire qu'en fait, sur le plan contractuel, on indique de manière très claire dans nos contrats que par défaut, sauf si ça nous est formellement interdit légalement en raison du secret des enquêtes, on va systématiquement demander aux autorités américaines d'adresser leurs demandes directement auprès des clients plutôt que de passer par nous, de telle façon que, de notre côté, on ne sert pas d'intermédiaire dans cet accès et en même temps,
on fait en sorte que nos clients soient informés le plus vite possible du fait que des autorités sont en train de demander accès à un certain nombre d'éléments d'informations les concernant. Exactement, c'est exactement ça, et c'est ce qui permet une réaction optimale. C'est-à-dire que nous, par principe, nous souhaitons informer les entreprises qui sont nos clients, qui sont nos clientes, de ce qui peut leur arriver et de ce que demandent les autorités. Et nous n'avons pas vocation d'ailleurs à gérer au départ ce genre de demande. Nous préférons que le client, qui lui-même connaît son infrastructure, a sa direction juridique, a ses conseils, puisse répondre à l'autorité qui le saisit, tout simplement. C'est à la fois du bon sens et à la fois de la règle de droit pour nous. Oui, en sachant que de toute façon, si on considère que, et on donnera peut-être quelques éléments de statistiques tout à l'heure, si on considère qu'une demande n'est pas une demande correctement qualifiée, que l'objet de la demande n'est pas pertinent, on s'opposera par défaut à cette demande sans même discuter de quoi que ce soit. On dira bah non, cette information, la demande n'étant pas qualifiée, on va pas y répondre. D'une manière générale, et ça aussi c'est un engagement contractuel, on ne fournit pas d'accès direct, indirect, général ou libre aux données des clients. Ça, c'est un premier élément d'engagement qui est spécifique et qui est directement intégré dans nos contrats. Et d'autre part, évidemment, on ne fournit pas les clés de chiffrement qui auraient été éventuellement utilisées par nos clients pour chiffrer leurs données. On ne donnera donc ni accès aux clés de chiffrement, ni un quelconque moyen qui permettrait, le cas échéant, de forcer ce chiffrement. Donc c'est un sujet sur lequel nos contrats stipulent de manière extrêmement claire ce que l'on fait dans un tel cas. Et ce que tu soulignes est extrêmement important. Ce paragraphe-là figure en noir sur blanc dans les conditions de service en ligne, les fameuses OST. Et c'est un principe qui n'a pas varié, même après l'adoption du Cloud Act. C'est-à-dire qu'on le garantissait déjà avant, nous continuons à le garantir après ce Cloud Act. C'est un élément très fort de notre politique client. Donc, en résumé, le Cloud Act. Et ensuite, on va rentrer un tout petit peu dans la description des processus opérationnels, c'est-à-dire quand on reçoit une demande, qu'est-ce qu'on en fait. On a dit que c'était une avancée pour la modernisation du droit international. Exactement. C'est un premier pas qui reste évidemment à compléter, qui permet de créer les bases de nouveaux accords internationaux qui sont évidemment nécessaires dans le cadre d'enquêtes criminelles. Et puis, d'une manière générale, on a documenté de manière extrêmement claire le fait que, dans la loi, s'il nous paraît légitime de contester la demande qui nous est faite, on va effectivement la contester, de telle façon qu'on puisse notamment permettre de protéger la vie privée de nos clients, qui nous paraît effectivement absolument fondamentale, puisqu'on a toujours communiqué sur le fait qu'on considérait que le respect de la vie privée faisait partie des droits humains. Exactement, c'est un droit fondamental. Et en miroir, le Cloud Act, ce n'est pas un instrument de surveillance, on l'a bien dit, on le rappelle très clairement. Et puis, ça n'annule pas les anciens traités d'entraide judiciaire qu'on connaissait sous l'acronyme MLAT, Mutual Legal Treaty, qui sont toujours en vigueur, sauf que le Cloud Act, en fait, permet de répondre à une autorité d'enquête en 8 à 10 mois, alors que les MLAT, qui existent toujours, permettent de répondre à une autorité d'enquête en plus de 12 mois. Donc, on voit évidemment la différence et l'enjeu pour les autorités d'enquête. Donc, globalement, l'objectif, c'est de permettre aux autorités américaines de demander une transmission de données, si possible directement auprès des clients ou du fournisseur de services, mais dans tous les cas, dans le cadre de procédures pénales, pour le dire autrement, il y a toujours un juge qui est impliqué. Il y a une enquête judiciaire, donc on n'est pas dans un État qui ne serait pas un État de droit. Il y a effectivement une séparation des pouvoirs, et donc le juge a la nécessité de délivrer un mandat qui est l'équivalent de nos réquisitions judiciaires. Donc il y a exactement les mêmes mécanismes, et donc il y a une volonté là aussi de protéger les données. Et je pense que c'est important de le rappeler, même si, encore une fois, la mise en place d'accords bilatéraux permettra, je pense, de fixer des contours beaucoup plus précis d'entraide et de collaboration entre les pays concernés. On peut rappeler d'ailleurs que le juge américain est tout à fait indépendant. C'est une question qui nous est souvent posée.
Il est indépendant et il est même plus indépendant qu'en France, puisque en fait, l'amendement de la Constitution dont on parlait en introduction, le 4e amendement, vient d'un traumatisme qui fait que les Britanniques entraient chez les colons américains sans mandat de perquisition et sans recours à un juge, ce qui les a traumatisés. En France, nous n'avons évidemment pas la même expérience historique. Donc c'est un principe fondamental extrêmement fort, encore plus que ce que nous pouvons le percevoir depuis la France en réalité. Oui, je pense que c'est important de le rappeler, quand on parle de séparation des pouvoirs. D'ailleurs, l'actualité politico-judiciaire du moment le démontre. Quand il est nécessaire de poursuivre, y compris les plus hauts personnages de l'État, il n'y a pas trop d'hésitation au niveau des États-Unis. Il n'y a pas de collusion active entre une justice et un pouvoir politique. On va maintenant aborder un point important, qui est la question du traitement des réquisitions judiciaires par Microsoft. Autrement dit, quand on a une demande, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, lorsqu'on a une réquisition judiciaire qui vient d'une autorité française, elle va aller chez un cabinet d'avocats que nous avons souhaité mettre en intermédiaire entre Microsoft et l'autorité d'enquête parce qu'elle n'est pas jugée partie, qu'elle peut véritablement analyser la demande, voir si elle est légalement bien fondée, et puis ensuite la transmettre directement à une équipe spécialisée qui s'appelle la LENS Team, c'est Law Enforcement and National Security Team, qui va traiter la demande et répondre aux questions des autorités d'enquête s'il y a besoin. Puis je pense que ça permet aussi, grâce au secret des communications, de faire en sorte que les informations qui ont été collectées par le cabinet d'avocats soient dotées de tous les éléments de confidentialité qui vont bien, en sachant, et c'est un débat qui, je crois, a lieu en ce moment par rapport au secret des affaires et aux privilèges des avocats, enfin ces sujets-là qui sont des sujets en débat pour faire évoluer éventuellement le droit français, c'est un moyen d'assurer effectivement qu'à partir du moment où on parle d'un cabinet d'avocats indépendant, il assure effectivement la confidentialité de l'ensemble de ces échanges d'informations. Et je pense que ça, c'est aussi un élément important. Absolument. On peut du coup faire un petit benchmark de ce qui se passait avant Cloud Act et puis après le Cloud Act. On avait au départ, avant le Cloud Act, un enquêteur américain qui saisissait le parquet américain, l'Attorney General du Department of Justice, qui lui-même saisissait le ministère de la Justice français. Et ce ministère français saisissait ensuite le prestataire en question, donc Microsoft, s'il s'agit d'un cloud Azure par exemple. Et donc ça, c'était sous couvert de l'entraide judiciaire des fameux MLAT dont tu parlais tout à l'heure. Exactement, qui est un traité qui existe depuis 1998 et qui est toujours en place à notre connaissance. Post-Cloud Act, la chaîne se resserre, c'est-à-dire que l'enquêteur américain va déposer sa demande, son mandat devant un juge indépendant américain qui va autoriser la demande, et la demande, si elle est autorisée, donc examinée et valable, est envoyée au prestataire, donc à Microsoft, si on parle d'un cloud Microsoft, et ça va déclencher, on va le voir un petit peu après, une procédure interne à Microsoft pour analyser de nouveau la demande qui nous est faite. Cette procédure, en fait, on peut prendre un exemple s'il y a une lutte contre le blanchiment d'argent et que l'enquêteur américain donc, fait valider un mandat par le juge américain. Le juge américain nous transfère le mandat. Microsoft a plusieurs choix dans la réaction. Soit il n'y a aucune interdiction dans le mandat et nous pouvons communiquer directement la demande d'enquête au client, à notre client. Et dans ce cas-là, c'est le client qui va organiser la réponse à la demande qui est faite. Microsoft sort du jeu, si je puis dire, c'est-à-dire que le dossier pour nous est classé. Il est pris en charge par le client. Le deuxième mode de réaction, c'est que la redirection, l'information du client peut nous être interdite. On a pris l'exemple tout à l'heure du blanchiment d'argent. Nous reprenons ce même exemple. Microsoft va revoir le mandat au cas par cas, puisque nous l'avons bien dit tout à l'heure, par le committee analysis ou parce qu'elle violerait une loi locale, française ou européenne, le mandat peut être infondé. Et s'il est insuffisamment fondé ou s'il crée un conflit de loi, eh bien, nous le rejetons, nous pouvons le rejeter, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire le contester devant un juge américain, puisque c'est ce juge qui a émis la requête. Et c'est donc ce que l'on avait fait précédemment lors de nos 4 différentes poursuites engagées vis-à-vis du Department of Justice américain. Absolument. Entre 2013 et 2018, nous l'avons fait 4 fois. Tu as raison, c'est extrêmement important. Et donc, quand on regarde de manière concrète, parce que je pense qu'on parle
d'un certain nombre de mécanismes juridiques, on parle d'un certain nombre de dispositifs que l'on met en place en interne chez Microsoft pour traiter ces demandes. Une des questions qui est importante, et ça fait partie aussi de nos engagements en matière de transparence, c'est de savoir dans combien de cas on est effectivement sollicité pour donner accès aux données de nos clients. Et donc on publie chaque 2 fois par an, en fait, un Transparency Report, un rapport de transparence qui, en fait, donne des éléments d'information sur combien de fois ça nous est arrivé. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Tu as raison. Là, c'est le cas qui est analysé dans un mode de réponse où nous considérons que les demandes qui nous arrivent sont valables, donc elles ne violent pas de loi française européenne. Et nous n'avons pas autorisation de prévenir le client, donc il ne peut pas prendre en charge. Dans ce cas-là, nous déférons à la demande. Nous l'analysons et nous déférons à la demande. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de janvier à juin, donc sur le premier semestre de 2019, on parle de 4860 demandes de la part des forces de l'ordre américaines, Ça, c'est au niveau global. Au niveau global. C'est au niveau planétaire, on va dire. Exactement. Avec 126 mandats qui visaient à obtenir des données des clients à l'extérieur des États-Unis, là encore au niveau global, et ce qui a abouti à une communication de données d'une entreprise cliente qui était située sur le territoire européen. Donc, si on parle en volume, très clairement, l'inquiétude qu'on a pu sentir dans la presse spécialisée ne se ressent absolument pas sur le terrain. En fait, je pense que c'est important d'avoir en tête que l'immense majorité des demandes concernent la plupart du temps des clients qui sont des clients individuels, des utilisateurs à la maison, notamment des clients d'Hotmail pour prendre ou d'Outlook. Donc ces clients-là, effectivement, il y a beaucoup de demandes qui les concernent. Les demandes qui concernent les entreprises en tant que telles sont dans la réalité extrêmement rares en fait. Très clairement. Parce que il faudrait vraiment qu'on cherche à obtenir des informations d'une entreprise qui se livrerait à des activités, on va dire, répréhensibles, ou qui aurait un de ses collaborateurs qui se servirait du système d'information de l'entreprise pour se livrer à ces activités délictueuses. Donc c'est quand même quelque chose qui est relativement rare. Si je suis un truand, a priori, je ne vais pas utiliser le système d'information de mon entreprise pour être un truand. Je vais essayer de me cacher quelque part et probablement pas risquer de me faire prendre par mon propre service informatique, ce qui serait quand même malvenu si je suis vraiment un truand qui essaye de passer sous le radar. Ce que je ne suis pas, je vous rassure. Non, mais il est clair que tu as raison. Des entreprises qui font du trafic de drogue ou du trafic d'armes, c'est en général assez rare. Donc, et comme le Cloud Act ne concerne que ces enquêtes graves sur ces incriminations pénales, c'est effectivement très rare d'avoir une demande qui soit bien qualifiée et qui aboutisse. En réalité, une 60% des demandes soit sont des données de connexion uniquement, qui sont transmises, soit sont rejetées parce qu'on ne trouve pas les données ou on ne sait pas qualifier correctement la demande. Et on a une interaction avec l'autorité d'enquête pour expliquer ce qu'on peut ou pas donner. Oui, je pense que c'est aussi important de rappeler que la plupart du temps, les données qu'on transfère, quand on en transfère, c'est plutôt des données de connexion du genre Monsieur Dupont a cherché à parler avec Madame Durand à telle heure et ça a duré tant de temps. Mais il n'y a pas du tout de contenu, d'échange, pas d'information, etc. Ça nécessite effectivement une demande particulière qui est traitée de manière particulière. Mais la plupart des demandes, c'est plutôt est-ce que je peux garantir que pendant la commission d'un crime, Monsieur Dupont ou Madame Durand étaient effectivement en train de s'envoyer des mails et pas de se tuer ou de faire des choses horribles de leur côté. C'est la majorité. En gros, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, on a parlé du Cloud Act. Si on essaie de se projeter un tout petit peu dans le futur, vous l'avez bien compris, le Cloud Act permet d'imaginer qu'on puisse établir des accords bilatéraux entre États, donc soit entre France et États-Unis, soit entre Union européenne et États-Unis. Donc il est clair que de notre côté, on appelle à la mise en place de ces accords internationaux, puisque évidemment, l'objectif, là aussi, c'est de permettre d'améliorer l'ensemble des droits de nos clients. Et donc, on a effectivement appelé l'ensemble des États à mettre en place des accords internationaux qui sont fondés sur un certain nombre de principes qui sont pour nous des principes qu'il nous semble absolument nécessaire de respecter pour effectivement préserver les droits des citoyens. Donc, il y en a 6 des principes.
Donc il y a un premier qui nous paraît extrêmement important, qui est le droit universel de notification, qui est que globalement, on considère que nos utilisateurs ont le droit de savoir quand le gouvernement, qu'il soit d'ailleurs américain ou français, parce que ce qu'on voit d'un côté, à partir du moment où on imagine que le même environnement sera créé en France et en Europe, il y a exactement les mêmes questions qui effectivement se posent. Donc aujourd'hui, c'est un appel en direction des États-Unis, mais pas que, c'est aussi un appel en direction de l'ensemble des États. Il faut évidemment, deuxième principe, une autorisation judiciaire par une juridiction qui est indépendante, avec la nécessité de présenter l'ensemble des éléments de preuve qui permettent effectivement de conforter la décision du juge. Donc l'idée, c'est pas simplement de dire « je viens, j'aimerais avoir les données de Madame Dupont sans aucun prétexte ». Ça, c'est juste évidemment pas acceptable. Donc il faut avoir derrière un processus juridique qui est spécifique, qui permet effectivement de disposer de motifs de contestation. Donc c'est ce qui est dans un état, pour l'instant, un peu embryonnaire dans l'état du Cloud Act, mais qui nous paraît très nécessaire de renforcer. Exactement. Pour assurer qu'effectivement, il y a une vraie symétrie des relations entre États dans un tel cadre. Et puis, je vais te laisser commenter les 3 principes suivants, puisque j'en ai listé 3, il en reste encore 3. Absolument, il faut résoudre les conflits de loi avec les pays tiers. C'est-à-dire tous les États qui vont être concernés par la demande vont devoir prévoir des mécanismes de résolution s'il y a un conflit entre 2 États. Et alors, on est sur un pan assez complexe du droit qui s'appelle du droit international privé. C'est-à-dire que 2 États, quand ils discutent entre eux, c'est pas comme toi et moi quand nous discutons entre nous. Il y a des mécanismes, il y a des gouvernances très particulières. Il faut qu'elles soient prévues pour que s'il y a un problème entre les États-Unis et la France, par exemple, dans l'interprétation d'un dossier, les 2 États puissent se parler selon une gouvernance tout à fait prévue. Ensuite, il faut continuer à moderniser les règles qui soient applicables à la recherche des données d'entreprise. Nos clients le demandent, manifestement, ils en ont besoin. Nous, on est tout à fait prêts, d'ores et déjà, au vu de nos actions judiciaires, à le faire. Donc c'est un grand principe, un pilier majeur de notre politique. Et puis la transparence, enfin, puisque le public a le droit de savoir quand le gouvernement demande à accéder à leurs preuves numériques, et nous devons cette transparence à nos clients, qu'ils soient consommateurs ou entreprises. Et c'est un pilier sur lequel nous ne transigerons pas dans les années qui viennent, très clairement. Donc voilà les 6 principes qui nous paraissent absolument fondamentaux par rapport à la mise en œuvre d'accords internationaux qui sont fondés sur ces différents principes, de telle façon qu'on puisse régir l'accès aux données par les forces de l'ordre, au sens le plus large du terme. Et donc, puisque vient désormais le temps de conclure ce petit webinaire, on voudrait simplement vous rappeler un certain nombre de principes fondamentaux qui régissent la façon dont on conçoit, la façon dont il est possible d'avoir accès aux données de nos clients. Le premier principe, c'est la redirection. Donc, par définition, sauf si on y est empêché par des problématiques de confidentialité établies par le juge, on va continuer de rediriger les autorités américaines vers directement nos clients et on ne transmettra pas volontairement les données de nos clients. Second principe. La défense, c'est-à-dire qu'on continuera à aller en justice pour défendre les droits de nos clients si on estime qu'ils sont bafoués et qu'ils ne sont pas respectés. Le troisième principe. C'est la modernisation. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'accords internationaux qui ont besoin d'être mis en place. Donc, on va continuer nos actions pour pousser la signature de nouveaux accords internationaux. L'objectif étant encore une fois à la fois de clarifier un certain nombre de choses et puis de renforcer les droits de nos clients. Quatrième principe, la transparence. La transparence qui est de continuer à publier ce Transparency Report que nous avons vu avec vous pendant ce webinaire, continuer à l'alimenter, à suivre les statistiques de manière à expliquer ce que nous faisons et avec quel volume. Et puis le dernier principe, qui est un principe évidemment très important et qui nous incombe directement, c'est notre offre, la richesse de notre offre. Il est évident qu'on a un certain nombre de capacités, notamment de chiffrement des données dans le cloud. Donc, on a par exemple un certain nombre de travaux en cours sur ce qu'on appelle du chiffrement homomorphe, qui permet de faire en sorte qu'on puisse chiffrer les données sans qu'on ait la moindre connaissance des clés de chiffrement. C'est-à-dire qu'en fait, les traitements de nos clients dans le cloud sont totalement opaques, donc on ne sait pas ce qu'ils y font. Là, évidemment,
c'est un sujet qui est très important parce que ça permet d'avoir éventuellement des alternatives permettant de garantir à nos clients que même si qui que ce soit nous demandait accès à leurs informations, voire même si des hackers rentraient malencontreusement dans notre environnement, ils ne pourraient avoir accès qu'à ces données chiffrées. Donc on a effectivement ce côté chiffrement homomorphe. On travaille aussi sur quelque chose qui s'appelle confidential computing, qui là repose sur des mécanismes hardware. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails à ce stade, mais il est évident que de notre côté, tout ce que l'on peut offrir à nos clients pour leur permettre de protéger leurs données vis-à-vis d'un quelconque intrus, qu'il soit étatique ou non, on continuera évidemment de le faire. Donc finalement, on a une alliance du juridique et de la technologie pour aboutir à quelque chose, à un environnement de très sûr finalement. Qui vient de vous être démontré pendant ce webinaire. Merci à tous pour votre attention. Merci à vous.